Parfait. Bon, mais je vais vous montrer mon écran et puis voir ce que ça donne. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Dis-moi. Donc, Christelle, ça fonctionne? Vous voyez l'écran? Parfait. OK. Eh ben, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Bonjour à bon, tous ceux de la France. On parle aussi Martinique, Guadeloupe, La Réunion, île Maurice. Comme Christelle disait, toute la francophonie, même en Afrique, c'est quand même intéressant de pouvoir en parler à autant de personnes comme ça en même temps. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui parce que, donc, on va parler, s'il reste un petit peu de temps, on pourra ajouter un peu d'autres produits, mais je voulais centraliser ma présentation en fait sur deux produits. La combinaison de Revita Blue avec réserve parce que en voyageant un peu comme ça dans le monde, donc je dois avoir à peu près quoi, plus de 230, 240 jours dans l'année où je suis en dehors des États-Unis, à l'étranger, à donner des présentations comme ça sur Revita Blue, sur les cellules souches. Et j'ai tellement de personnes qui viennent me raconter leurs bienfaits, leurs témoignages après avoir utilisé Revita Blue et Réserve. Donc, je me suis dit, ça vaut vraiment le coup de parler un peu plus de la synergie de ces deux produits. Mais avant de rentrer dans ça, je vais faire une petite parenthèse, un peu comme William l'a fait. J'ai reçu mais tellement d'emails, je reçois à peu près jamais d'emails, personne n'a mon email. Alors comment ils ont trouvé mon email, je ne sais pas, mais j'ai reçu tellement d'emails où les gens me disent et qu'est-ce que tu en penses, toi, du Covid-19 donc, honnêtement, j'ai vraiment je ne suis pas intéressé à rajouter mon opinion par-dessus toutes les opinions qui ont été évoquées ou mentionnées comme ça sur l'Internet, sur YouTube, un peu partout. Mais par contre, il y a un élément, je pense, qui est absent dans tout ce message. Donc, j'aimerais rajouter un petit quelque chose. Et ce n'est pas une opinion, honnêtement, je n'ai pas l'expertise pour parler de ce genre de problème. Mais c'est simplement qu'il y a apparemment, et ça, je pense que ça fait partie de ce que vous voyez, il y a comme deux messages qui s'opposent. Il y a un message qui nous dit, en fait, ce n'est pas tellement différent de la grippe normale. Et de l'autre côté, on a l'autre message qui nous dit, faites attention, vous sortez dehors et puis vous allez mourir. Et ces deux messages qui semblent en fait s'opposer. Et puis, donc, c'est en fait de se dire, mais qu'est-ce qui est vrai? Parce que s'il y en a un qui est vrai, ben, l'autre est faux. Et en fait, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est de saisir comment, en fait, les deux messages sont vrais. Et je pense qu'en pouvant réconcilier ces deux messages, ça nous donne un peu une plus grande compréhension de la situation. Un, à ne pas paniquer, et deux, à vraiment faire, comme William l'a dit, vraiment faire attention pour ne pas être un vecteur de propagation. Donc, regardons un tout petit peu quelques statistiques. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quand même intéressant de regarder ça. Donc, ça, c'est les statistiques des États-Unis. Donc, ce n'est pas à l'échelle mondiale, mais comme ils ont des bonnes statistiques, on devrait avoir à peu près la même chose en France, regardons ça un petit peu en détail. Ça, c'est les statistiques pour les dernières 8 années. Donc, on a comme ça en gris les personnes qu'on a estimées être infectées. On a en rouge ceux qui ont été hospitalisés et en jaune, on a les décès. Donc, on peut voir comme ça au fil des années, entre 9 millions à 45 millions aux États-Unis de personnes infectées. Donc, on parle par exemple en 2017-2018, environ 13-14% de la population. Donc, à l'échelle mondiale, on parle d'à peu près 1 milliard d'individus. Et de ça, on a eu 810 000 hospitalisations et 61 000 simplement aux États-Unis. Si on compare ça avec où on en est aujourd'hui avec Covid, avec les chiffres de ce matin, donc on voit un petit peu à l'échelle. Et là, je ne veux pas être précis dans les chiffres parce que ça change à tous les jours. Donc, c'est pas tellement le but de l'histoire, mais de mettre les choses dans leur contexte en termes de magnitude. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on en est, c'est quelque chose, mais vraiment qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit de façon normale, avec simplement la grippe courante. Donc, je rejoins un peu le message du docteur Raoul qui nous dit, une fois que tout sera fait, eh ben, ça sera malgré tout, il n'y aura pas vraiment de grands changements de point de vue statistique en termes d'infection virale dans la saison 2019-2020. Mais pourquoi donc toute cette alarme? Donc, regardons avec un tout petit peu plus de détails les statistiques. Donc, on dit, vous avez sans doute entendu parler, la grippe normale a un taux de mortalité d'à peu près
0,1%. Et la grande différence avec Covid, c'est qu'il y a un taux de mortalité de 2 à 3%. Ça m'étonne que ce genre de message continue à circuler parce qu'en fait, c'est faux. On compare des nombres complètement différents. On compare le nombre de décès sur ceux qui ont été estimés avoir attrapé la grippe dans l'année et on compare ça au nombre de décès sur les personnes qui ont été testées et qui ont été confirmées. Ce sont des chiffres complètement différents. Donc, si on ramène ça avec le fameux Covid aurait un facteur de reproduction comme ça de 3. Donc, sans rentrer dans tous les détails, une estimation, c'est que chaque personne pourrait le passer comme ça à 3, jusqu'à disons une dizaine de personnes. Donc, on pourrait multiplier à peu près par 10. Oubliez les détails un petit peu de ces aspects mathématiques, mais c'est juste pour qu'il y aurait une évaluation, une estimation aux États-Unis, en fait, de plus d'1 million d'individus qui l'auraient, même si on en a testé très peu aux États-Unis. Donc, si on prend ça dans les statistiques, on se retrouve avec un taux de mortalité qui est en fait comparable à ce qu'on a avec la grippe. Si on regarde des chiffres qu'on a, donc le taux de mortalité sur les gens hospitalisés, on a de 7 à 13% avec la grippe commune. On a environ 7% avec le Covid. Donc, on n'est pas tellement différent. Si on regarde au taux de mortalité, on est moins, mais bon, la saison n'est pas terminée. Enfin, tout ça pour dire, quand on dit que c'est pas très grave, il y a des chiffres quand même qui soutiennent cette idée que c'est pas très grave. Alors, pourquoi s'en faire? Et il faut voir qu'il y a quelques éléments qui sont différents. Il faut se voir que c'est un phénomène de médias. Donc, quand on parle de phénomène de médias, il y a eu une évolution et puis finalement, la machine un petit peu se fait prendre. Donc, quand on a démarré tout ça, il y a 2 mois, on ne savait pas quels étaient les impacts du virus, la façon avec laquelle le virus se propageait comme ça dans la population, quelle était la période de temps pendant laquelle une personne est contagieuse, quels sont les effets à long terme du virus et est-ce que ce virus va disparaître au printemps, à l'été, comme la grippe le fait. Donc, c'était plein d'inconnus et devant tous ces inconnus, la seule réponse, c'est de contenir, c'est d'éviter la propagation au plus qu'on puisse le faire. Et donc, le message est un peu parti de ça. Aujourd'hui, on a un peu plus d'informations. La propagation se fait un peu comme le rhume, la grippe normale. La période de contagion est plus longue, c'est un élément hyper important. Et ça peut se faire lorsqu'une personne est asymptomatique, un élément aussi hyper important. Ce qui nous amène à des statistiques où le taux d'hospitalisation est entre 2,5 à 25%. Je sais que la fourchette est grande, mais on n'a pas de chiffre meilleur ici pour nous dire combien. Ce qu'on peut dire pour sûr, il y a plus de personnes. Et il est là vraiment le message à retenir de tout ça, qui nous permet de réconcilier ces deux extrêmes, c'est de simplement de se dire que la rapidité de propagation, le taux d'hospitalisation est supérieur et tous ces chiffres qu'on voit au fil des années, c'est dans une saison entière. Alors que là, tout ça s'est développé au cours de 2 mois. Donc, l'impact de COVID, c'est en fait un engorgement des systèmes hospitaliers qui fait en sorte que la situation devient, d'un point de vue social, difficile à manager. Il faut aussi voir que, comme c'est un virus nouveau, ça peut entraîner chez une certaine proportion de la population une surréaction du système immunitaire qui entraîne en fait ce qui est le problème avec le virus, ce qu'on appelle une tempête de cytokines, c'est-à-dire un phénomène inflammatoire localisé qui en fait crée des dommages aux organes et il est là le problème. Défaillance d'organes, poumons ou autres, suite à une surréaction comme ça du système immunitaire. Si juste pour terminer un petit peu la comparaison, voilà où on en est d'un point de vue mondial à comparer aux États-Unis. Donc, juste pour dire qu'en fait, encore une fois, je rejoins le professeur Raoul, d'un point de vue statistique, ça ne va pas être une année exceptionnelle. Ce qui est important, c'est de voir que tout est concentré comme ça dans une période de temps très courte et qui surcharge tout le système hospitalier. Alors, comment on peut ramener un petit peu ces deux messages opposés? C'est de voir que le message que vous entendez à la télé, dans les médias, c'est un message de santé publique qui nous dit qu'il faut limiter la diffusion. Il le faut. Il ne faut pas être un vecteur de la maladie pour ne pas entraîner cette surcharge des systèmes hospitaliers. C'est hyper important. Mais lorsque vous l'attrapez, et c'est ça un peu le problème, c'est qu'on prend ce message de santé publique et on en fait un message de santé individuelle. On se dit, c'est tellement terrible, donc je vais mourir. J'étais à Bangkok il y a quelques semaines et dans un hôtel, une femme racontait comment juste venir travailler, elle avait peur de mourir. Et je me dis, mais c'est des messages qui sont tellement… Bon, on vient de voir les statistiques annuelles juste aux États-Unis, mais il doit y avoir près d'1 million d'individus comme ça qui meurent à chaque année de la grippe à l'échelle mondiale, sinon plus.
Les statistiques, par exemple, on a 3000 morts par jour à l'échelle mondiale d'accidents de voiture. Si on vous racontait tous les coups, toutes les mortalités comme ça, minute la minute à la télé, ben, tout le monde arrêterait de conduire sa voiture. Et c'est un peu ça le phénomène auquel on fait face. Donc, il y a un barrage comme ça qui nous vient des médias et on transfère ça à une décision individuelle. Lorsqu'on regarde ça d'un point de vue individuel, encore une fois, comme William le disait, il faut s'assurer de ne pas être un vecteur. Rester à la maison pour ne pas amplifier le phénomène. Entre-temps, ben, il y a une seule façon de se protéger du virus, c'est un système qui a été testé pour des 100, 200 000 dernières années, c'est votre système immunitaire. C'est ça, en fait, la seule chose le seul pouvoir que vous avez, mis à part de rester à la maison, et c'est de faire en sorte que vous ayez un système immunitaire qui soit prêt, de sorte que si jamais vous attrapez le virus, eh ben, vous allez être en mesure d'avoir un système immunitaire balancé. Parce que quand je dis balancé, c'est un système qui peut réagir rapidement, mais ne pas rentrer dans une phase de surréaction qui entraîne les tempêtes de cytokines et qui est le cas de peu de personnes à la fin. De point de vue statistique, c'est peu de personnes, mais chez ces personnes-là qui ont des problèmes un peu plus sérieux. Je veux quand même mettre un petit bémol là-dessus. Étant donné que c'est un nouveau virus, la proportion d'individus qui ont des effets un peu plus sérieux, si je peux dire, est probablement un peu plus grande que ce qu'on a avec le rhume ou la grippe. Mais c'est en fait le traitement en hôpital, les ventilateurs en fait tout ce rôle mais héroïque des infirmières et de tout le monde en hôpital en fait, qui fait en sorte que le taux de mortalité à la fin est en fait comparable à ce qu'on a avec la grippe. Donc le point central, encore une fois, je sais que je me répète, mais il ne faut pas paniquer avec la chose, mais il faut le prendre au sérieux. Le problème, c'est que tout ce qui se passe en moment se concentre dans une période de temps très, très courte et il y a une surcharge comme ça des centres hospitaliers. D'un point de vue individuel, faisons tout ce qu'il faut pour balancer le système immunitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà quelques moyens. Vous connaissez déjà une fameuse molécule resveratrol qui est connu pour être un antioxydant, mais je vous montre donc une diapo ici qui vient d'un article publié. Il y a plein d'articles, je ne passerai pas à travers tous les détails, je ne passerai pas à travers le détail de cette diapo, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a énormément de documentation sur le fait que resveratrol joue un rôle important pour activer le système immunitaire, mais aussi pour diminuer les aspects du système immunitaire qui peuvent être susceptibles à rentrer comme ça dans des phases de suractivité. Et je vous montre quelques exemples comme ça de ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique sur le resveratrol et sur les polyphénols, qui sont donc ces composés actifs qu'on retrouve dans les superfruits, bleuets, grenades, etc. Donc, ce qu'on retrouve dans certains des produits qu'on a. On a aussi l'AFA. Le premier article qu'on a publié en 1996 sur l'AFA, première observation qu'on avait fait dans une étude clinique, c'est qu'on avait une diminution du nombre de cellules tueuses en circulation dans 30 à 60 minutes après la consommation d'AFA, et c'est donc une migration des cellules tueuses hors du sang vers les tissus. Qu'est-ce que les cellules tueuses font dans le corps? C'est la partie du système immunitaire dont le rôle est de faire cette surveillance des tissus pour trouver et identifier des cellules infectées par un virus et les éliminer. Donc, c'est en fait la partie du système immunitaire qui s'occupe du problème en question dont on parle maintenant. Donc, allez sur Internet, tout ce que vous pouvez trouver qui peut soutenir ces fameuses cellules tueuses, eh ben, pourra jouer un rôle comme ça si jamais vous devez faire face à la situation. Ensuite, plus tard, dans cette publié en 2007, non seulement une migration des cellules tueuses vers les tissus, mais aussi une activation, une augmentation de l'activité des cellules tueuses à trouver ces fameuses cellules touchées et à les éliminer. On a aussi l'aloès, pareil, ce sont tous des composés qui, et là je fais une emphase, non pas sur ce qui stimule le système immunitaire, parce que quand on fait face à une situation comme ce dont on parle maintenant, ce n'est pas tellement de stimuler le système immunitaire qu'il faut faire, mais vraiment de le balancer, c'est-à-dire de pouvoir le stimuler en le maintenant dans une zone d'activité qui est vraiment une zone d'activité saine. Et pareil avec le bêta-glucane d'avoine, je vous montre encore une fois 2 articles publiés sur les aspects de immunomodulation. Donc, pas seulement stimulation, mais bien de management comme ça du système immunitaire. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je sais encore une fois, je me répète, mais le message pour vous d'un point de vue individuel, parce qu'à la fin,
c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de prendre tous ces messages qu'on prend un peu partout et de se dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ces messages-là? Donc, d'un point de vue individuel, évitez de l'attraper. Première chose à faire. Pas parce que ça va être vraiment sérieux pour vous, parce que pour la plupart d'entre vous, ce ne sera pas probablement, comme pour la majorité des individus, quelque chose de très significatif dans votre vie, mais pour éviter de ne pas être un vecteur. Entre-temps, soutenez votre système immunitaire pour être prêt si la chose se présente. Si vous l'attrapez, inquiétez-vous pas, mais ne soyez pas un vecteur. Isolez-vous pour ne pas le transmettre à qui que ce soit. Et on évite les tempêtes de cytokines, comme ça, encore une fois, en s'armant de produits qui peuvent aider à balancer le système immunitaire. Ben voilà, donc je voulais pas, c'est pas vraiment une opinion, c'est plus de voir comment on peut prendre un petit peu ces opposés, en fait, ce qui nous apparaît opposé dans les médias, et ramener ça et de se dire, en fait, les deux messages sont tout à fait vrais. Il faut vraiment, vraiment diminuer la propagation du virus, il faut s'isoler, il faut suivre vraiment les conseils que William nous a donnés, mais si vous l'attrapez, il faut pas s'en faire avec ça, ça ne sera probablement pas une grosse affaire, et puis il ne faut pas en faire une dépression. OK, donc on rentre maintenant dans le vif du sujet, cette fameuse synergie. Donc dis-moi, fais-moi un signe de tête, Christelle, c'est bon? On continue? Parfait. Donc cette synergie avec Revita Blue et Réserve, parce que, encore une fois, au cours de tous mes déplacements, le nombre de fois où des personnes me racontent ce qui est arrivé dans leur vie en prenant ces deux produits ensemble, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je veux simplement un petit peu vous donner une base un peu intellectuelle, une motivation pour vous dire, tiens, il faut que je le fasse moi aussi, coupler ces deux produits pour voir ce que ça peut faire pour moi. Donc, commençons par le Revita Blue. Le Revita Blue est un produit qui a été développé pour avoir un effet sur les cellules souches du corps. Donc, quand on parle de cellules souches, on parle de quelque chose, vous allez sur Internet, dans les nouvelles, un peu partout, on entend parler de cellules souches partout. Il ne doit pas y avoir un individu sur la planète qui n'a pas entendu parler de cellules souches. Le message peut-être n'est pas toujours clair, mais le message est toujours autour des propriétés régénératives des cellules souches. Donc, on veut trouver des cellules souches dans une source, les isoler, les concentrer, se les réinjecter. C'est de ça un peu dont on parle. Les sources desquelles on peut isoler les cellules souches, on peut isoler les cellules souches, on parle de notre propre sang, de notre moelle osseuse, des tissus adipeux. Donc, conclusion, ces cellules souches sont déjà dans notre corps. Donc, si elles ont un tel pouvoir régénérateur, la question, moi, qui m'a vraiment qui est venu me chercher depuis le début, donc on parle au tout début des années 2000-2001, c'est que si ces cellules souches ont un tel pouvoir régénérateur et si elles sont déjà dans le corps, donc quel est le rôle naturel des cellules souches? Parce qu'aujourd'hui, 18 ans après, quand on comprend quel est le rôle naturel des cellules souches dans le corps, réellement, ça change complètement notre compréhension de la santé, du bien-être, et je pense que ça va même nous amener à changer notre façon de comprendre et de pratiquer la médecine. Je sais que ça a l'air exagéré, mais j'espère pouvoir vous amener un petit peu à voir ce que je veux dire à travers tout ça. Donc, le point de départ, c'est quoi une cellule souche? Une cellule souche, pour bien l'expliquer, c'est bon de la mettre en comparaison avec ce qui n'est pas une cellule souche. Donc, toutes les cellules du corps sont des cellules dites somatiques, des cellules qui ont un rôle bien particulier, une fonction bien précise. Elle ne va jamais se transformer, elle ne va jamais se multiplier en fait, de façon significative, elle va rester ce qu'elle est. On parle de toutes les cellules que vous connaissez, cellules du cœur, des muscles, des poumons, du cerveau, votre rétine, la peau, les articulations, les os, tout ça. Tous les différents types de cellules du corps. À l'autre extrême, on a les cellules souches. Des cellules qui, en fait, ne sont rien. Quand je dis qu'elles sont rien, c'est qu'une cellule souche n'a pas de fonction dans le corps. Elle ne fait rien. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle a la capacité de se transformer dans un autre type de cellule somatique, et donc, elle est donc une cellule mère. D'un point de vue historique ou traditionnel, les cellules souches sont connues, c'est ce que j'ai appris à l'école de médecine, c'est ce que William a appris à l'école de médecine, c'est ce que n'importe quel médecin, n'importe quel chercheur, scientifique, biologiste apprend toujours aujourd'hui à l'université. Les cellules souches sont les précurseurs des cellules du sang. Globules rouges, globules blancs, plaquettes sanguines. Voilà leur rôle. Et on commence à parler que les cellules souches ont la capacité de se transformer en d'autres types de cellules
mais c'est un phénomène exceptionnel, c'est un phénomène qui est vraiment courant. On en parle encore comme étant les précurseurs du sang. Et voilà la grande découverte en médecine, c'est que, et tout ça s'est fait au début des années 2000, les cellules souches de moelle osseuse, non seulement ont la capacité de se transformer en cellules du foie, des poumons, des muscles, du cerveau, de tous les différents types de cellules du corps, non seulement elles le peuvent, mais elles le font à tous les jours. C'est une fonction tout à fait naturelle du corps humain. Donc, lorsque ces premières observations sont sorties au début des années 2000, c'est un peu ce qu'on s'est dit. Le docteur Jensen et moi, on s'est dit, si une cellule souche peut se transformer en cellule du cœur, du foie, du cerveau, eh bien, si elles le peuvent, c'est qu'elles le doivent. On ne peut pas avoir un phénomène d'une telle envergure, d'une telle, comment dire, c'est remarquable qu'une cellule, il n'y a pas une cellule du corps qui peut se transformer en d'autres types de cellules, et là on découvre que la cellule souche de la moelle osseuse peut le faire. Donc ça doit être une de ses fonctions. Donc à partir de là, on a publié un article dans une revue qui s'appelle Hypothèse médicale, dans laquelle on a suggéré que les cellules souches de la moelle osseuse constituent le système naturel de réparation du corps humain. Faisons un bond comme ça de 18 ans, et voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, bien connu, bien documenté dans la littérature scientifique. À chaque fois qu'on a une blessure, peu importe où dans le corps, ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de façon normale, le tissu affecté va envoyer un signal qui va se rendre à la moelle osseuse et qui va déclencher la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Les cellules souches vont donc se détacher de la matrice de la moelle osseuse pour aller rejoindre la circulation du sang, et on aura une augmentation de 3 à 10 fois du nombre de cellules souches en circulation dans les 3 à 5 jours qui suivent la blessure ou qui suivent l'événement. Les cellules souches ne savent pas où aller et circulent un peu partout dans le corps, mais lorsqu'elles circulent dans les fins capillaires du tissu affecté, là, d'un point de vue très local, le tissu affecté libère des molécules, une molécule bien précise, le facteur stromal, qui, lorsque ce composé touche la membrane d'une cellule souche, ça déclenche la migration de cette cellule souche à travers la paroi des capillaires dans le tissu affecté. Et là, lorsque la cellule souche arrive dans le tissu affecté, elle continue à suivre ce signal, et au contact de débris cellulaires du tissu en question, la cellule va se multiplier et se transformer en cellule du tissu en question, littéralement en effectuant la réparation du tissu. Donc, c'est le système naturel de réparation du corps. Donc, comment dire, c'est grandiose, c'est énorme comme découverte. C'est de se dire que on a un système endocrinien, système nerveux, système digestif, système cardiovasculaire, on a comme ça plusieurs systèmes au niveau du corps, système lymphatique, et on découvre que finalement, on a aussi un nouveau système qui est le système de réparation du corps humain, qui se divise donc à différentes étapes, la libération des cellules souches, leur circulation, leur migration au niveau des tissus, leur multiplication et ensuite leur différenciation en cellules du tissu en question. De toutes ces étapes, celle qui a été le plus documentée, c'est la libération des cellules souches de la moelle osseuse, parce qu'on connaît ces fameuses molécules qui sont libérées par les tissus affectés, donc le facteur de croissance des granulocytes par exemple, et on peut l'injecter chez un animal ou chez un individu, et là ça déclenche la libération des cellules souches de la moelle osseuse, dont la conséquence est une augmentation du nombre de cellules souches en circulation. Donc énormément d'études ont regardé le lien entre le nombre de cellules souches en circulation et la santé. Et voilà les grandes conclusions. Première conclusion, plus de cellules souches en circulation signifie qu'il y a plus de cellules souches disponibles pour participer à la réparation des tissus. Donc, hyper simple, deux individus avec le même problème, la même coupure à la peau, celui qui a plus de cellules souches en circulation va récupérer plus rapidement. Voici une étude, un exemple d'une étude chez qui dans laquelle des individus qui se sont présentés à l'hôpital après un arrêt cardiaque, donc les médecins ont quantifié le nombre de cellules souches en circulation, et après on a séparé ces individus en deux groupes. Le groupe de personnes qui n'ont pas bien récupéré ou qui sont décédées, et le groupe de personnes qui ont bien récupéré, qui ont retrouvé une vie active à peu près normale. Donc on regarde la différence dans le nombre de cellules souches en circulation, et ceux qui n'ont pas bien récupéré avaient à peu près la moitié du nombre de cellules souches en circulation à comparer à ceux qui ont mieux récupéré. Donc, c'est qu'un exemple comme ça dans la littérature scientifique. Donc, si plus de cellules souches
en circulation veut dire qu'on récupère mieux, eh ben, ça nous amène à poser la question, si celui qui a moins bien récupéré, si on a un moyen pour augmenter le nombre de cellules souches en circulation, est-ce qu'on peut l'aider à récupérer? Et la réponse est oui. Voici un exemple, donc une étude qui a été faite à l'Institut national de la santé. Donc, c'est une étude dans laquelle on a déclenché un arrêt cardiaque dans les souris en arrêtant le flux sanguin au niveau du cœur. Ensuite, on a laissé les animaux récupérer. On les a divisés en deux groupes, un groupe contrôle et un groupe dans lequel on a injecté ces fameuses molécules qui déclenchent la libération de cellules souches amyloïdes osseuses. Donc, pendant 8 à 10 jours, ce groupe expérimental avait plus de cellules souches en circulation. Quand on regarde ces deux groupes un mois après, on voit dans le groupe contrôle du tissu cicatriciel dans la paroi ventriculaire, pas de nouveaux vaisseaux sanguins, 17% de survie et une santé cardiovasculaire qui est en fait pas très bonne. Quand on regarde le groupe expérimental, simplement plus de cellules souches en circulation, on voit un renouvellement de la paroi ventriculaire, des nouveaux vaisseaux sanguins, 70% de survie et une santé cardiovasculaire quasi normalisée. Donc, c'est quand même phénoménal. Dans un monde dans lequel il n'y a rien qu'on peut faire pour un arrêt cardiaque, voilà une étude qui nous montre que si on a plus de cellules souches en circulation, le cœur a la capacité d'utiliser ces cellules souches pour sa propre réparation. Et on a des données similaires pour réparation du foie, des poumons, du pancréas, de la peau, du cerveau. Donc tout ça. Et je vais être bien clair ici, je ne parle pas ici de Revital Blue. Je vous parle simplement du comment dire, du rôle naturel des cellules souches dans votre corps. Depuis le début de votre vie, à chaque fois que vous avez une blessure, ou qu'il y a quelque chose qui était problématique au niveau du corps, les cellules souches sont entrées en action et elles le feront comme ça jusqu'à tout le long de votre vie. C'est le système naturel du corps humain, c'est un phénomène tout à fait naturel. Troisième conclusion, qui est un peu le contraire des deux premières. Les deux premières nous disent plus de cellules souches en circulation, on peut mieux récupérer. La troisième nous dit moins de cellules souches en circulation. Si on est déficient dans le nombre de cellules souches en circulation, eh bien, on est exposé comme ça à perdre notre santé. On est moins capable à se maintenir en santé. Donc, si j'exprime ça d'une façon différente, c'est de se dire, si les cellules souches jouent un rôle comme ça, au jour le jour, dans la réparation des tissus, eh bien, si on en a moins, bien, on arrive moins à réparer les tissus au jour le jour, donc les problèmes sont plus susceptibles à se développer au fil du temps. Parce que ces observations viennent d'études, par exemple, l'étude sur le cœur, dont je viens de parler. On regarde les bienfaits au niveau du cœur, on en conclut c'est bon, les cellules souches aident au niveau du cœur, mais si quelques mois après, on regarde au niveau du cerveau, au niveau du foie, des poumons, du pancréas, de la peau, de différents tissus, on va retrouver aussi des cellules souches qui se sont transformées en cellules de ces différents tissus. Donc, même lorsqu'il n'y a pas de blessure, en arrière-plan, les cellules souches vont vers les tissus sans blessure, dans simplement un processus de renouvellement, de maintien, comme ça, des différents tissus. Donc, c'est important de passer quelques minutes sur cet aspect en particulier parce que pour moi, c'est le message le plus important. Aujourd'hui, dans le monde de la médecine, on n'en parle pas comme ça, mais si on s'y arrête comme ça 2-3 secondes, dans le monde de la médecine, notre compréhension du développement des maladies ou de la perte de santé, c'est la perte cellulaire. On n'en parle pas comme ça, mais on s'y arrête 2 minutes. On perd les cellules qui font l'insuline, c'est le diabète. On perd les cellules qui font la dopamine au cerveau, c'est le Parkinson. On perd les cellules qui font T3, T4, hypothyroïdie. On perd des cellules au niveau des poumons, l'emphysème. Pensez à n'importe quelle maladie dégénérative, c'est toujours la perte d'un type de cellule. Et la vision traditionnelle, c'est de se dire, on vient au monde, on mature, à 20-25 ans, on a une santé optimale, et après ça, au fur et à mesure où on perd des cellules avec le vieillissement, eh bien là, on développe les différents problèmes de santé associés au vieillissement. Si on perd plus de cellules au niveau du pancréas, c'est le diabète qui se développe. Mais au niveau des cellules souches, toutes ces études, en fait, nous disent que ce n'est pas la réalité. La réalité, en fait, n'est pas que la santé est un lent déclin au fil du temps, c'est en fait un déclin de l'équilibre entre deux phénomènes qui se passent, donc qui sont là depuis le jour de notre naissance. D'un côté, on perd des cellules, non pas simplement avec le vieillissement, mais chaque jour de notre vie, mais on remplace ces cellules avec des cellules souches. Donc, chaque jour de notre vie, si on a aussi longtemps qu'on a suffisamment de cellules souches en circulation
pour compenser pour la perte cellulaire, eh bien, on arrive à se maintenir en santé. Quand on est jeune, on a beaucoup de cellules souches en circulation, donc les jeunes peuvent récupérer rapidement, les enfants guérissent très rapidement, mais au fil de notre vieillissement, il y a un phénomène qui se passe au niveau du corps, c'est que la moelle rouge qui fait, qui fait des cellules souches se transforme en moelle jaune ou en moelle grasseuse. Et là, ce que vous voyez ici, c'est la transformation de cette moelle osseuse. Et regardez les années, quand on arrive à 21 ans, on a perdu déjà au début de la vingtaine, on a perdu une grande partie de la moelle qui fait les cellules, les cellules souches. Quand on atteint la fin de la vingtaine, eh bien, on en est simplement aux os plats, le pelvis, le sacrum, pardon, le sternum, les côtes, le crâne, et voilà. C'est que les os qui vont faire les cellules souches, et à partir de là, la quantité continue aussi à diminuer parce qu'il y a de plus en plus de transformation de cette moelle rouge en moelle jaune. Donc, il y a un déclin du nombre de cellules souches en circulation au fil des années. Il y a un moment donné où on passe un petit peu ce seuil où là, il n'y a plus suffisamment de cellules souches en circulation pour compenser la perte cellulaire qui, elle, augmente avec l'âge, et c'est là que les problèmes commencent à se réaliser. Et ce qui fera en sorte qu'un individu va développer un diabète plutôt qu'un Parkinson ou plutôt qu'un autre type de problème, c'est toute une série de facteurs que vous connaissez très très bien, votre génétique, vos blessures passées, votre exposition à des toxines environnementales. Il n'y a rien de nouveau dans ça, mais on peut quand même s'entendre pour se dire que dans l'ensemble, tous ces facteurs, en fait, sont assez uniques pour chaque individu. Et ça fera en sorte que quelqu'un, le point faible sera le pancréas, pour quelqu'un d'autre, ce sera le cerveau, pour quelqu'un d'autre, ce sera les articulations. Mais le point commun, le dénominateur commun, c'est une déficience, une diminution dans le nombre de cellules souches en circulation. Donc, si tout ça est vrai, si le fait de perdre sa santé, c'est en fait relié d'un point de vue vraiment fondamental à une diminution du nombre de cellules souches en circulation, il y a une façon de tester ça. Donc, toute cette nouvelle vision de la santé, c'est un article que j'ai publié, donc j'ai fait cette hypothèse dans un article publié en 2013. Et dans cet article, je disais, il y a une façon de tester ça. On peut aller quantifier le nombre de cellules souches en circulation chez des individus qui ont perdu leur santé suite au développement de différents problèmes de santé et comparer ça à des individus sains. Et on devrait voir d'un point de vue statistique, si tout ça est vrai, que ceux qui ont développé des problèmes de santé ont en moyenne moins de cellules souches en circulation. Et depuis, plusieurs de ces articles ont été publiés, donc regardons quelques-uns de ces articles. Donc, encore une fois, je veux vraiment être clair ici. Je ne vous dis pas que Revital va aider ces maladies. C'est pas ça du tout. Aujourd'hui, on ne peut pas étudier la santé. Si on se dit, voilà, on donne une carotte par jour à 500 individus et on regarde leur santé, à la fin, 5 mois après, ils sont toujours en santé, on ne peut pas dire, ben, la carotte, c'est bon pour la santé. Il faut partir d'un problème qu'on améliore pour pouvoir évaluer un effet au niveau de la santé. Donc, toutes ces études sont faites avec des gens qui ont développé des problèmes de santé, mais la conclusion est une conclusion complètement de santé pour vraiment comprendre que lorsque le corps a plus de ses propres cellules souches en circulation, le corps est plus capable au jour le jour de se maintenir et donc de garder sa santé au fil du temps. Donc voilà le nombre de cellules souches en circulation chez des individus qui ont une tolérance au glucose normale, une glycémie à jeun anormale, une tolérance au glucose anormale et le diabète. On voit qu'il y a une ligne directe. Au fur et à mesure où les individus avancent dans le problème, il y a de moins en moins de cellules souches en circulation. Voici un problème, donc, les fonctions rénales des individus normaux et des individus qui ont commencé à être sur hémodialyse, donc des problèmes des reins assez importants. Donc, à peu près le tiers du nombre de cellules souches en circulation. Et lorsque les gens avancent dans le problème, encore une fois, moins en moins de cellules souches. Si on prend tous ces individus, on fait un graphe entre fonction rénale et nombre de cellules souches, on a une relation linéaire, en fait. Donc, il y a un lien direct entre fonction rénale et le nombre de cellules souches en circulation. Pareil ici en termes de fonction érectile, des individus qui se sont plaints de fonction érectile pauvre, des individus sains. Et si on regarde les moyennes et on ramène ça ici au niveau de l'axis, on voit qu'il y a environ la moitié du nombre de cellules souches en circulation chez des individus qui se sont plaints de fonction érectile pauvre. Si on prend tous ces individus et qu'on détermine l'index de fonction érectile et on fait un graphe entre
l'index de fonction érectile et le nombre de cellules souches en circulation, on a encore une fois une ligne droite. Donc, il y a un lien direct entre le nombre de cellules souches en circulation et fonction érectile. Fonction érectile, en grande partie, est reliée à une fonction vasculaire. Donc, on a la même chose en termes de santé vasculaire. Donc, il y a plusieurs éléments ici qui touchent la santé vasculaire, mais l'aspect un peu parapluie, le sac qui englobe tout, c'est l'hypertension. Donc, on voit pareil, hypertension comparé à des gens normaux, un peu moins de la moitié du nombre de cellules souches en circulation. Pareil au niveau de la santé cardiaque. Pareil au niveau, on saute ça ici, c'est pas important. Pareil au niveau de la santé, au niveau du système nerveux central. Pareil au niveau du système digestif. Pareil au niveau de la santé pulmonaire. Pareil au niveau des articulations. Donc voilà, je m'arrête ici. Il y en a d'autres. C'est simplement pour montrer quelques exemples comme ça dans la littérature pour comprendre ce qui nous amène à cette conclusion qui est hyper simple. Elle a fait, on publie tout l'aspect technique de toutes ces études. La seule conclusion, qui est une conclusion de santé, c'est de se dire que si on peut augmenter le nombre de cellules souches en circulation, on aide le corps, on donne au corps sa propre capacité à mieux réparer et à mieux se maintenir en santé au fil des années. Donc, il est là le message. Donc, avec un message pareil, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le nombre de cellules souches en circulation? L'exercice hyper intense, courir un marathon par exemple, augmente le nombre de cellules souches en circulation. De bien dormir, sommeil profond aide le rôle des cellules souches dans le corps. Le stress diminue le rôle des cellules souches dans le corps, donc essayez de manager le stress. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour aider les cellules souches. Le jeûne de plus de 3 jours augmente le nombre de cellules souches en circulation. Dans ce qui nous intéresse ici, il y a des plantes qui peuvent aider comme ça à augmenter le nombre de cellules souches en circulation. Qu'est-ce qui m'a amené à travailler dans ce domaine-là? C'est que là, 25 ans, j'ai commencé à travailler avec cette plante aquatique qui s'appelle l'Aphanisomellum flossaqua, APHA. Et puis, les personnes rapportaient comme ça une grande variété de bienfaits. On n'arrivait pas à expliquer comment une seule plante pouvait comme ça entraîner des bienfaits sur la peau, sur le cœur, sur la fonction normale du pancréas, des poumons, de différents aspects du corps. Et quand on a eu les premières observations dans la littérature scientifique qui nous disaient que les cellules souches peuvent se transformer en cellules de différents tissus, ce qu'on s'est dit, c'est et si les cellules souches du corps humain étaient en fait le système de réparation? Et si cette plante mettait plus de cellules souches en circulation, eh bien, ces cellules souches iraient, c'est le système de réparation, iraient vers les tissus qui ont des problèmes. Donc, on devrait s'attendre à différents résultats chez différentes personnes. Et c'est ce qu'on avait avec l'APHA. Donc, on a mis ces deux hypothèses ensemble. Et là, on sait aujourd'hui que les cellules souches, effectivement, constituent le système de réparation du corps humain. Et cette plante, effectivement, aussi augmente le nombre de cellules souches en circulation d'une façon transitoire. Donc, après 1 heure après la consommation, on a comme ça une augmentation du nombre de cellules souches en circulation. Après avoir documenté tout ça dans la littérature scientifique, je me suis dit, on ne peut pas avoir simplement comme ça une plante qui aide les cellules souches. Si c'est vraiment le système naturel du corps humain qui a évolué au fil des centaines de milliers d'années, il faut qu'il y ait une plus grande symbiose comme ça avec la nature. Il doit y avoir d'autres plantes. Donc, on s'est dit quelle autre plante a été associée au fil des années à une grande variété de bienfaits. Donc, on a testé les champignons médicinaux, la baie de Gouji, différentes algues marines. Donc, on a testé comme ça plein d'ingrédients et on a trouvé que chacun de ces ingrédients, quasi chacun de ces ingrédients, en effet, un effet au niveau des cellules souches. Mais un de ceux qui a été le plus intéressant après l'APHA, ça a été la baie d'argousier. La baie d'argousier qui vient originellement du plateau tibétain, qui vient de ces endroits en altitude comme ça, dans les régions de l'Himalaya. Donc, ce qui est intéressant ici avec la baie d'argousier, c'est que son nom scientifique, c'est Hippophae. En temps normal, lorsque des plantes, le nom scientifique d'une plante décrit des aspects visibles, des caractéristiques physiques d'une plante. Donc, la Aphanisomellum flossaqua, justement, son nom veut dire fleur invisible de l'eau, par exemple. Donc, il y a plusieurs. Donc, on regarde à peu près chaque nom de plante, c'est toujours des effets visibles. Avec l'Hippophae, on a quelque chose d'assez exceptionnel. Son nom décrit son effet physiologique. Hippo veut dire cheval, faille veut dire lumière, ça veut dire cheval luisant. C'est Alexandre le Grand, durant ses voyages, comme ça, ses conquêtes en Asie, un jour, il a abandonné plusieurs chevaux blessés en bataille. Il a laissé mourir dans un champ comme ça
de baies d'argousier. Il est revenu quelques semaines après et il a trouvé un troupeau de chats en santé avec un poil luisant. Et un poil luisant avec un cheval, c'est un signe de santé. Et donc, l'abbé a pris le nom de cheval luisant. À partir de là, ça s'est répandu. Donc, Alexandre le Grand en a ramené. Ça s'est répandu en Grèce, ensuite dans toute l'Europe, même en Amérique. Donc, il y en a partout maintenant. Mais vraiment, l'abbé qui a les bienfaits originaux, c'est une baie qui pousse comme ça en altitude, qui a une composition biochimique assez différente. Donc, qui pousse comme ça en altitude, sur le plateau tibétain, dans les Himalayas. Et à partir de ces découvertes d'Alexandre le Grand, cette baie d'argousier a intégré la médecine tibétaine, médecine chinoise, médecine mongolienne, pour des problèmes ou pour la santé pulmonaire, santé cardiaque, cardiovasculaire, du pancréas, et pour aider à réparer les blessures de la peau et des os. Donc, quand on regarde ça, ça nous dit, on devrait, ça suggère un effet au niveau des cellules souches. Donc, on en a fait un extrait, et quand on testé en laboratoire chez l'homme, on voit un peu comme la FA, une augmentation du nombre de cellules souches en circulation. Contrairement à la FA, c'est un effet qui se soutient comme ça au fil du temps. Donc, ça dure beaucoup plus longtemps au niveau du corps humain. Et on a eu des effets comparables avec un extrait unique d'aloès. Et je ne rentre pas dans les détails ici, mais c'est vraiment, on a testé plusieurs aloès et c'est vraiment cet extrait d'aloès qui entraîne aussi une augmentation du nombre de cellules souches en circulation. Donc, qu'est-ce qu'est le Revital Blue? C'est hyper simple. C'est un mélange de ces ingrédients qui ont été documentés au fil des années pour augmenter le nombre de cellules souches en circulation. C'est un effet purement physiologique. On ne fait rien de médical ici. On soutient, tout comme on pourrait soutenir le système immunitaire, ici on soutient tout simplement le rôle naturel des cellules souches du corps humain simplement en mettant un peu plus de cellules souches en circulation. Maintenant, quand on passe à cette puissante synergie entre les deux, passons maintenant à réserve. Réserve est un mélange de différents ingrédients qui sont bien documentés pour leur effet antioxydant. C'est un peu ça l'effet du réserve. Donc des polyphénols surtout, qui sont ces composés, et il y a plusieurs sous-classes comme ça des polyphénols. Le resveratrol est un polyphénol, il y a les tanins, il y a toute une série comme ça. Les fameux ingrédients actifs du thé vert, ce sont des polyphénols par exemple. Donc c'est une classe vaste de composés qui sont tous antioxydants, mais au fil des années, on a découvert qu'en plus d'être des antioxydants, ils ont aussi des effets physiologiques autres que simplement être un antioxydant. À la fin, leur effet sur le corps et leur effet autre que d'être un antioxydant peut même être encore plus important que leur effet antioxydant. Mais c'est malgré tout au départ des antioxydants et l'effet synergique ici au niveau des cellules souches, il faut comprendre que lorsque les cellules souches sont libérées dans le sang, il y a certains éléments qui peuvent réduire leur capacité à identifier les tissus qui ont besoin de maintenance et à migrer vers ces tissus. Et un de ces éléments, c'est justement le stress oxydatif, l'inflammation systémique, et tout ça peut être diminué par des antioxydants. C'est le rôle en fait des antioxydants, c'est de diminuer le stress oxydatif. Donc déjà, il y aura un élément ici de synergie, mais plus particulièrement, je veux m'arrêter sur le resveratrol. Le resveratrol est un antioxydant, mais comme on a vu un peu plus tôt auparavant, c'est aussi un élément qui soutient le système immunitaire. Mais quand on parle des cellules souches, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi énormément d'études qui ont documenté, je ne rentrerai pas dans le détail de ces études, je vous les montre ici juste pour que vous voyez bien que ça vient de la littérature scientifique, mais le resveratrol a été bien documenté pour ses effets, pour soutenir la capacité des cellules souches à proliférer et à se différencier en différents tissus. Donc, quand on couple les deux, on a donc un élément ici qui met plus de cellules souches en circulation, on a l'autre élément qui diminue le stress oxydatif, donc qui aide les cellules souches qui ont été libérées à mieux trouver les tissus qui ont besoin de maintenance, et le resveratrol va, en plus de ça, soutenir la capacité des cellules souches à proliférer au niveau des tissus et à se transformer en cellules des différents tissus pour amplifier comme ça, soutenir le rôle naturel des cellules souches. Alors, tout ça pour vous dire, si vous avez pris avant le réserve, mais vous ne l'avez jamais essayé avec le Revital Blue, couplez les deux. Si vous avez pris le Revital Blue sans le coupler aux réserves, essayez vraiment cette synergie. Et puis, un jour comme ça, quand je pourrai revoyager à nouveau en France lorsqu'on sera post-Covid,
eh bien, vous pourrez me partager un petit peu tous vos résultats. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous, Christelle. Donc, je te repasse la parole. Voilà, c'est bon. Merci à toi, Christian, pour toutes ces précieuses informations. Vous voyez que, comme toujours, en fait, nos médecins, nos scientifiques sont extrêmement généreux et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de partager un maximum d'informations dans le but de comprendre les choses, d'y mettre du sens. On est vraiment dans la prévention et également, comme vous l'avez compris, dans la réparation. Donc aujourd'hui, Christian a vraiment mis le focus sur 2 produits. Ensuite, écoutez, si vous n'êtes pas partenaire, rapprochez-vous des personnes qui vous ont invité pour découvrir le système IES. De toute façon, je réinviterai Christian, je le sais, je le sollicite souvent. Et puis, on pourra voir ensemble un autre sujet et puis avancer comme ça ensemble pour vous partager un maximum de contenu parce que c'est extrêmement important. Alors, juste une question. Si l'idée était de faire sur le Yes aujourd'hui, je m'excuse d'avoir vraiment fait la focalisation sur ces 2 Non, produits. je pense que c'était. Comme tu dis, on se reprendra. Non, je pense que c'était important en fait de comprendre aussi, en fonction de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, de comprendre tout ça, parce qu'il y a tellement d'informations. Et puis voilà. Et d'ailleurs, je t'enverrai juste un petit message après pour avoir tes dispo, parce qu'aujourd'hui, on est connecté à 300 personnes et j'ai des centaines de personnes qui essayent de se connecter sur cette visio. Donc, on changera de format pour agrandir la salle dans les prochaines semaines. Soyez-en rassurés. Donc voilà, juste une question, Christian, parce que j'ai lu ça dans le chat. Qu'est-ce que tu recommandes comme dose par jour pour le Revitablou et pour le réserve? Parce que je vois qu'il y a eu souvent, j'ai reçu plein de messages en privé par rapport à ça. Quand on est en prévention et quand on est en réparation, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu préconises? Et juste dernière question, les enfants, à partir de quel âge, etc. Si on prend un traitement, est-ce que c'est compatible ou pas? OK. Il faut, avant de répondre directement à la question, il faut vraiment se remettre dans le contexte global. Il faut comprendre que tous les ingrédients qu'on retrouve dans ces produits sont pour la plupart, enfin pour tous ces ingrédients, ce sont des ingrédients qui ont une utilisation historique très très longue. On parle de l'aloès, par exemple, l'habit d'arbousier, c'est plus de 2000 ans. C'est lorsqu'Alexandre le Grand l'a découvert, mais les Asiatiques à l'époque l'utilisaient déjà. Donc l'aloès, pareil. Donc tous ces ingrédients, le raisin, le resveratrol, le vin, je pense, c'est pas récent en France, hein, ça fait quand même quelques années. Voilà, donc c'est des produits qui ont été utilisés, mais depuis des millénaires. Donc, ce qui est nouveau, en fait, c'est la compréhension du mécanisme d'action de ces différents ingrédients et comment, en les mélangeant ensemble, on arrive à avoir des effets plus importants au niveau du corps. Mais tout ça, ce sont des ingrédients qui sont super, super sécuritaires. Donc, il n'y a pas, et souvent, on rajoute un petit peu les soucis médicaux, si je peux dire, à savoir de overdose ou des trucs comme ça, pour des produits qui sont en fait sécuritaires. Donc, c'est important juste de garder ce contexte. Ceci dit, et je dis ça parce qu'on ne peut pas vraiment en prendre trop. Le Revitablou, pendant plusieurs années, moi j'ai pris l'équivalent de 9 sachets par jour. Je ne vous dis pas de faire ça, hein. Je vous dis simplement, jamais je me suis réveillé comme ça le matin, j'étais transformé en citrouille ou quoi que ce soit. On est bon, il n'y a pas de problème. Et ça, plusieurs personnes l'ont fait, hein, je ne suis pas le seul. Donc, il ne faut pas s'affoler avec l'idée d'en prendre trop. Donc, une fois qu'on a mis ça de côté, qu'est-ce qui serait la bonne recommandation, la bonne suggestion? Je dirais, pour un maintien de la santé, un sachet de Revitablou, un réserve. Si on se dit, bah, tiens, il y a un petit problème ici, il faudrait donner un coup de pouce un peu plus fort au corps, ben, on y va à 2 par jour de chaque. Et si on se dirait, ben voilà, moi vraiment, je suis dans une période un peu plus, une crise un peu plus importante, où là, vraiment, le corps a vraiment besoin d'un soutien, eh ben, pour la plupart des individus, un sachet de chaque, 3 fois par jour, ça va déjà être très, très, très bien. Si vous pensez que pendant une courte période, d'en prendre un peu plus, ça peut vous aider, expérimentez avec. Je ne voudrais pas non plus couper parce que il y a des individus qui ont rapporté des bienfaits, mais parfois tellement impressionnants, que je ne veux pas non plus couper la créativité que certaines personnes peuvent avoir. C'est vraiment une question personnelle. Mais bon, 1 à 3 par jour, c'est normalement suffisant. Pour les enfants, comme toujours, avec les suppléments alimentaires, s'il n'y a pas d'études avec les enfants, on ne peut pas en faire une recommandation officielle pour les enfants.
Donc, je vais m'en tenir à ça. Mais sinon, si pour un parrain, vous voulez vraiment savoir et l'utiliser, honnêtement, au fil des années, il y a absolument rien qui est ressorti de problématique. Donc, je vous dirais, faites un peu un calcul en termes de poids de corps, si je peux dire, et je vous dirais, après 12-15 ans, ben, c'est comme un adulte. Entre 5 et 12 ans, divisé par 2, et avant ça, voyez un peu. On peut faire un demi-sachet, par exemple, de Revita Blue, c'est bon. Donc, voyez un peu par vous-même, et au départ, ce sont tous des ingrédients sécuritaires. Ok, merci à toi, merci Christian. Alors maintenant, on va passer à la deuxième